puisque tous ici nous sommes bien conscients de l'épineuse question de la continuité territoriale, il convient de rappeler que le coût du transport se traduit par un surcoût imposé aux entreprises des DOM, de sorte que le ratio coût du transport et valeur de marchandises impose un supplément de près de 25% sur le prix de vente. Nul ne peut dès lors nier l'intérêt et l'obligation de tout faire pour que soit maintenu au profit des régions ultramarines l'octroi de mer. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui est donc un texte de transposition. Compte tenu de l'obligation imposée par le calendrier et de l'intérêt de ce dispositif vital pour nos régions, je suis prêt à voter ce texte qui préserve l'existence même, le dynamisme, voire l'ingéniosité de la production locale. Ce texte est indispensable pour porter un nouveau souffle aux collectivités locales, car il faut veiller à ce que les communes pour qui la ressource financière est quasi inexistante et les capacités d'autofinancement faibles retrouvent équilibre et crédit budgétaire. Toutefois, l'ensemble du texte doit permettre, lors de notre débat, d'apporter ajustements et améliorations au dispositif pour que le développement durable de nos communes soit ainsi assuré. Il nous faut, dans les DOM, préserver le fragile équilibre entre le rural et l'urbain, veiller à conserver les équipements des communes les moins peuplées pour répondre aux objectifs de cohésion sociale. Dès lors, pour nous les ultramarins, cet outil fiscal renouvelé renforcera la construction de nos économies et l'idée que nos entreprises industrielles locales peuvent avoir un véritable avenir, car demain, le texte adopté, elles ne prendront pas l'eau, mais pourront être pérennes grâce à l'octroi de mer. Monsieur le ministre, en ouvrant le débat hier après-midi, votre gouvernement a présenté un projet de loi dont il a dit qu'il était responsable, sincère et transparent. Hélas, j'aurais bien voulu partager cet optimisme, mais je ne connais rien à la magie financière. Ce que je sais par contre, c'est que nous hypothéquons l'avenir de nos enfants. Nous sommes tous d'accord sur le constat. Et pour éradiquer le mal, il faut faire naître la croissance. Et à ce titre, une réforme fiscale de grande envergure est nécessaire. Mais je crains que la lecture de vos propositions ne soit le précipité des conclusions du rapport d'analyse économique sous le prétexte d'assainir le budget de l'État, et on assiste à des surenchères où l'on prétend tout justifier pour obtenir recettes plus prospères. On décide alors de faire la chasse aux niches. Et une fois encore, une fois de trop, Monsieur le ministre, l'outre-mer est évoqué. Non. Ce budget, en tout cas cette partie, est une construction virtuelle. Et pour vous le démontrer, charité bien ordonnée commence par soi, j'ai choisi de traiter uniquement d'un aspect de la loi de finances. Ce sont les articles 61 et 73. Et une fois pour toutes, je veux tordre le cou ici aux idées reçues, trop souvent répétées et hélas tenues pour vraies. Monsieur le ministre, pourquoi le Parlement a-t-il voté, en juin 2003, une loi de programme pour l'outre-mer? Parce que c'était d'abord un engagement du président de la République, parce que la fragilité des économies insulaires est connue de tous avec ses handicaps et ses surcoûts. Enfin, parce qu'il fallait construire sur le long terme. 15 ans, nous avait-on dit, et votre collègue Brigitte Girardin affirmait au soir de son adoption, inclus dans la loi de programme et non dans une loi de finances, le nouveau dispositif n'est pas susceptible d'être remis en cause chaque année à l'occasion du budget de l'État. Vous affirmez que votre réforme a pour but premier l'emploi, mais par les articles 61 et 73, vous portez atteinte au recul du chômage dans nos régions qui cumulent entre 25 et 30%, alors que dans l'Hexagone, déjà à 10%, il est insupportable. Monsieur le ministre, vous parlez d'un bouclier fiscal, mais en l'état outre-mer, pour tous ces exclus sociaux, c'est un luxe qu'ils ne peuvent s'offrir, car ils n'ont point besoin de bouclier, n'ayant rien à protéger. Comment la France peut-elle rester crédible à Bruxelles quand pour ces 4 DOM, en fin 2003, elle sollicite un double avis de la Commission pour valider et appliquer la LOPOM dans le cadre des aides régionales et 2 ans après, déjà tout détruire? Pour cet ensemble de raisons,
j'appelle votre gouvernement solennellement à placer hors champ de la réforme fiscale la loi de programme votée pour 15 ans et de mettre en place l'instrument d'évaluation triennale inséré dans la loi. Je termine ici, comme l'a fait le 27 janvier 1848 Alexis de Tocqueville. On a parlé de changement dans la législation, mais je ne suis pas assez insensé, messieurs, pour ne pas voir que ce ne sont pas les lois elles-mêmes qui sont en définitive le détail des affaires. Non, ce n'est pas le mécanisme des lois qui produit les grands événements. Ce qui fait les grands événements, c'est l'esprit même du gouvernement. Gardez la loi, si vous voulez, quoique je pense que vous auriez tort de le faire. Gardez-la, mais de grâce, changez l'esprit du gouvernement, car je vous le répète, cet esprit-là vous conduit à l'abîme. Monsieur le ministre, l'outre-mer ne peut plus ni souffrir, ni accepter une perpétuelle discrimination. Nous avons besoin de davantage de solidarité nationale et d'égalité de traitement. En politique, aujourd'hui, plus que jamais, s'impose à nous l'exigence de transparence, de vérité et de sincérité. L'examen du dernier budget de la législature nous offre cette occasion. Et fidèle à la règle que je me suis fixée, celle d'opposition constructive, je dois reconnaître quelques avancées. Elles ont pour nom la continuité territoriale, la réforme d'octroi de mer, et peut-être aussi, même si ce débat n'est pas achevé, le débat institutionnel. Mais force de constater qu'année après année, budget après budget, nous butons sur la mentalité de certains nombres de nos collègues, de droite, mais aussi de gauche, qui appréhendent mal l'outre-mer, en tenant compte uniquement d'une unique question: combien ça coûte? Alors que la seule et la vraie question devrait être: quel partage et pour quelle responsabilité? L'outre-mer souffre, et j'aurais voulu simplement ajouter que s'agissant du programme intégration et valorisation de l'outre-mer, il est temps que l'on se penche sur l'aide aux victimes de catastrophes et singulièrement, mes collègues le rappelaient tout à l'heure, au problème de la Caisse centrale de réassurance. Pour toutes ces questions et à toutes ces questions, l'outre-mer attend réponse. Mesdames et messieurs, il y a longtemps, très longtemps, une large partie des richesses initiales de la France n'a pas été trouvée en Europe. Elle était dans nos sols, dans les sous-sols de nos régions. Toutes aujourd'hui ne sont pas taries. Il en existe une. Elle est aujourd'hui dans nos têtes, dans notre jeunesse, dans notre intelligence, ce que nous pouvons mettre en œuvre pour l'articulation de nouveaux outils au service du développement économique et social des régions ultramarines. Alors, face aux attaques toujours renouvelées, les congés bonifiés, les retraites, les compléments de vie chère, nous devrons être conscients qu'un jour ou l'autre, mais plutôt tôt que tard, nous devrons accepter, sur tous les bancs de l'hémicycle, d'ouvrir ensemble les premières pages du livre blanc de l'outre-mer, le livre historique et comptable de l'apport de l'outre-mer, de ces régions à la France, avec l'impérieuse obligation de l'écrire en futur simple. Pas seulement en passé, notre passé n'a jamais été simple, c'était un passé décomposé, pas non plus au futur antérieur, mais au futur simple. Pour ma part, si je participe à cette écriture-là, j'aimerais l'intituler « Du profit colonial au partage équitable dans une république diverse et plurielle ».